le monde pense que le sucre de betterave est raffiné, mais absolument pas. Il est naturellement blanc, il est juste produit par extraction et il n'est pas raffiné. Le seul sucre qui soit raffiné, c'est le sucre de canne roux que l'on va après traiter en raffinerie et qui va devenir blanc. Lui est un sucre raffiné, mais c'est le seul. Ta mère t'a donné comme prénom salade de fruits. Oh, quel joli nom! Au nom de tes ancêtres havaïens, il faut reconnaître que tu le portes bien. Bonjour les amis de la fête de la gastronomie, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le podcast des amis de la fête de la gastronomie. Aujourd'hui, dans cet épisode numéro 18, je reçois une jeune femme fort sympathique. Elle déborde d'humour et de joie de vivre, c'est un régal de l'écouter parler de son métier de diététicienne pâtissière. Elle est un peu vanille comme celle de Madagascar, son pays natal. Elle est consultante en pâtisserie, conférencière, coach, formatrice. Bonjour Miranda Robinson. Bonjour Claude, bonjour à tous. Miranda, je suis vraiment très heureux et satisfait de vous recevoir dans le podcast des amis de la fête de la gastronomie. Miranda, est-ce que vous voulez nous expliquer en quoi consiste votre métier ? Oui, bien sûr. Donc déjà, merci pour l'accueil, Claude. Cela me fait aussi très plaisir. Donc mon métier, donc je suis diététicienne et pâtissière. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Donc en fait, je suis diététicienne nutritionniste depuis un peu plus de 17 ans maintenant. Et c'est par la suite que j'ai souhaité allier mes deux passions, qui sont donc la diététique et la pâtisserie. J'ai donc passé mon CAP pâtisserie pour devenir donc diététicienne pâtissière. C'est-à-dire que je mets mon expérience de diététicienne au service de la pâtisserie. Donc actuellement, je suis consultante en pâtisserie diététique, c'est-à-dire que j'élabore des recettes pour les professionnels pour rendre leur création saine, gourmande et équilibrée. Donc bien sûr, ce sont des professionnels qui vont être sensibles à l'équilibre alimentaire et le but, c'est pour pouvoir offrir aux consommateurs des pâtisseries qu'ils puissent déguster sans culpabilité. Tout un programme. Alors merci d'avoir donné toutes ces précisions. Pour moi, la diététique, c'est un petit peu rébarbatif, c'est-à-dire que diététique, ah oui, il va falloir faire attention, il faut pas manger de gras, il faut pas forcément manger trop de sucre, il faut pas exagérer, tout ça. Donc pour moi, la diététique et aller voir une diététicienne ou un diététicien, c'est un peu une punition. Alors non, pas du tout, Claude. Là, justement, il faut entendre diététique au sens premier, c'est-à-dire l'équilibre alimentaire. On va pas du tout parler de régime. Donc, mes pâtisseries, en l'occurrence, ne sont absolument pas des pâtisseries de régime. Et c'est pour ça que j'insiste toujours quand je parle de pâtisserie gourmande. D'accord? Ouais. Je garde vraiment l'aspect plaisir. Donc effectivement, par rapport à leur élaboration, je vais apporter une valeur ajoutée d'un point de vue nutritionnel, mais on garde la notion de plaisir. Donc il n'y a pas de punition du tout. Ouais. Oui, ça c'est important. Et alors c'est justement ces notions de plaisir par rapport à la diététique. Est-ce que pour vous c'est récent cette démarche? Alors récente dans le sens où effectivement il y a une prise de conscience, que ce soit de la part du grand public ou des professionnels, une prise de conscience par rapport à des questions de santé. Il y a aussi une évolution par rapport au goût. Cette notion de diététique gourmande, pour moi, est vraiment très importante parce que, comme je vous le disais précédemment, le fait de parler de diététique gourmande change évidemment la donne. Parce qu'on n'est plus, ah bah oui, mais je vais consulter une diététicienne parce que j'ai des problèmes de santé, parce que je suis trop gros, parce que je suis trop maigre, parce que je sais pas manger convenablement. On est dans un autre registre. Et c'est ça qui fait la valeur ajoutée de votre métier, j'imagine. Oui, tout à fait. En fait, là, vous me parlez de consultation, Claude, mais je dirais qu'il n'y a pas de...
en consultation, ça va rester ce que vous pensiez en fait. Alors, vous êtes dans les deux registres. À la fois, vous voyez des personnes qui ont besoin réellement de vos conseils de diététicienne, c'est-à-dire pour faire attention à leur santé. Et donc, vous êtes dans ce registre-là, et aussi vous êtes dans le registre pâtisserie gourmande plaisir. J'étais dans ce registre-là jusqu'à maintenant. Actuellement, j'exerce dans ce côté pâtisserie gourmande. Jusqu'alors, en fait, j'étais diète en libéral, dans un cabinet libéral, voilà. Et pour le moment, j'ai cessé mes consultations en cabinet libéral, en fait. Ah oui. Voilà. Qu'est-ce qui a provoqué ce changement? Ce changement, parce que je suis un bec sucré, mon cher. Ah oui, le bec sucré. La fameuse expression. Alors, je vous confirme, c'est bien l'expression courante, je ne l'ai pas inventée. Ah oui, je connaissais pas cette expression, ça me fait vraiment, je trouve, elle est vraiment mignonne. Je suis un bec sucré. Voilà, donc pourquoi? Tout simplement parce que c'est une passion. C'est une passion que j'ai voulu approfondir. Tout simplement, enfin, j'ai pas d'autre explication que le fait de dire que j'ai voulu allier ma passion pour la pâtisserie à l'autre passion qui représente toute ma vie, c'est-à-dire la diététique. Oui, alors oui, vous alliez deux choses. C'est pour moi une évolution professionnelle en fait. Oui, oui. Quand vous dites c'est ma passion, c'est-à-dire depuis toute petite? Depuis toujours, j'ai toujours aimé la pâtisserie, sauf que j'ai jamais forcément pensé à l'intégrer à ma profession. Et on va dire, il est arrivé un moment où je me suis dit, tiens, j'ai envie d'aller plus loin, je vais approfondir, je vais passer mon diplôme de pâtissière, et donc je vais pouvoir allier mes deux passions qui sont la diététique et la pâtisserie. Vous avez été d'abord pâtissière et après d'abord diététicienne. Oui, non, ça fait 17 ans que je suis diététicienne. Hein. Ah oui, d'accord. Et ensuite, vous avez passé votre CAP de pâtissière. Voilà, j'ai beaucoup plus récemment passé mon CAP pâtisserie. Et donc, voilà, pour devenir diététicienne pâtissière. Oui, effectivement, c'était quand même mieux de connaître le sujet et le fait. Et alors, j'imagine, après, vous avez fait des stages chez des pâtissiers Tout à fait. J'ai eu la chance de faire mon stage chez un relais dessert qui m'a énormément apporté, qui m'a fait gagner pendant mes études beaucoup de rapidité. Ça compte beaucoup. Et puis, rapidité, c'est-à-dire c'est-à-dire que toutes les préparations que nous avons à faire le jour de l'examen, c'est quand même un examen assez lourd, assez conséquent en termes de production. Voilà, il y a pas mal de pâtisseries à produire et donc être bien rodé, y avoir eu une bonne formation. Et ce stage m'a vraiment permis d'acquérir beaucoup de rapidité et de technicité aussi, parce que donc j'étais chez un relais dessert et donc qui faisait de la haute pâtisserie, comme on dit. Ah oui. Et alors, ça veut dire que le panel des pâtisseries, des gâteaux à faire était extrêmement large. Le jour de l'examen? Non, mais dans votre stage. Au stage. Ouais. Ah oui. Donc en fait, oui, voilà. Donc c'est un grand pâtissier. Donc comme je disais, qui fait de ce qu'on appelle de la haute pâtisserie, donc de la pâtisserie haut de gamme, qui faisait pas mal de pâtisseries, beaucoup de variétés, et puis très minutieux. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié également. Ah oui, de la minutie. Mais enfin, l'image que j'ai de la pâtisserie, c'est effectivement beaucoup de minutie, mais les métiers de bouche, ça demande de toute manière extrêmement une minutie extrême. Et c'est d'une grande précision. Les grammages sont très importants, l'utilisation des produits et des protocoles qui sont extrêmement rigoureux. Tout à fait. Alors, ça m'amène à cette question. Est-ce que, par rapport à cette rigueur et alors je parle pas de minutie, mais de rigueur, est-ce que la pâtisserie est un espace de création? Ah, bien sûr. Donc la pâtisserie, c'est vraiment un métier d'art. De toute façon, un pâtissier, c'est quoi? C'est un artisan avant tout. Dans artisan, il y a art. Donc, c'est un métier d'art. Il faut être créatif, il faut être rigoureux. C'est l'art visuel, l'art gustatif aussi, parce qu'on est censé quand même élaborer pour que ça plaise avant tout. Quand vous parlez de pâtisserie de luxe, est-ce que ça sous-entend qu'il y a
plusieurs thèmes de pâtisserie. Donc, si on dit pâtisserie de luxe, ça veut dire qu'il y a peut-être une pâtisserie qui n'est pas de luxe. Alors, je pense qu'on peut dire qu'il y a effectivement une pâtisserie qui est haut de gamme. Moi, je vais plutôt l'appeler haut de gamme, Ouais. où les produits vont être, les pâtisseries en tout cas vont être plus raffinées. Les produits de base seront, Les ingrédients. et voilà, les ingrédients de base, merci, seront peut-être. Mais donc, je vais l'opposer à quoi, la pâtisserie haut de gamme? Je vais peut-être l'opposer à la pâtisserie plus classique. Mais Oui, effectivement, pour moi, il y a deux sortes de pâtisserie. Il y a la pâtisserie, enfin, il y a même plus que deux sortes, hein. On peut citer la pâtisserie industrielle, la pâtisserie, on va dire, lambda. On peut même ouais, citer la pâtisserie de la ménagère et la ouais. pâtisserie haut de gamme faite par ce qu'on appelle les grands pâtissiers. Alors ça, voilà, ça on peut dire, on peut mettre en Rassembler parallèle tout ces deux ça. pâtisseries. La Voilà. pâtisserie de la ménagère. On a la pâtisserie de la ménagère, la pâtisserie faite par les grands industriels, la pâtisserie faite par l'artisan lambda et la haute pâtisserie faite par les grands chefs et notamment les grands chefs médiatisés. Miranda, je suis intéressé de savoir, et je pense que nos auditeurs aussi vont être intéressés de savoir, qu'est-ce qu'une pâtisserie saine et équilibrée? Alors une pâtisserie saine et équilibrée, c'est une pâtisserie qui avant tout doit rester gourmande. Très important. C'est pas parce qu'on est sain et équilibré d'un point de vue nutritionnel qu'on est ni pas beau ni pas bon. Donc on a vraiment l'aspect gourmand qui est très important. Alors techniquement, c'est une pâtisserie qui doit avoir un bon équilibre entre les protéines, les lipides et les glucides. Ça, c'est pour le petit côté technique diététique. Mmh. Une pâtisserie saine et équilibrée, c'est aussi une pâtisserie que j'appellerais raisonnée. Donc, c'est-à-dire qu'elle va être effectivement moins riche en sucre, moins riche en matières grasses, mais dans laquelle on retrouvera tout de même les grandes lignes, les grands fondamentaux de la pâtisserie française. D'accord? Mmh. Mmh. Donc, c'est une pâtisserie que le consommateur consommera sans culpabilité. Et Ah, effectivement, je pense que c'est important dans un contexte où ce même consommateur est de plus en plus soucieux de sa santé. Donc cette pâtisserie, en fait, elle doit être raisonnée, mais elle doit aussi être éco-responsable. C'est-à-dire que l'on fera vraiment attention à ce qu'on appelle le sourcing. Donc on va consommer des produits de saison. On va mmh. essayer d'intégrer des produits de saison dans cette pâtisserie. On Mmh. va aussi intégrer des produits locaux. D'accord? Donc on fera Mmh. vraiment en sorte d'être responsable à ce niveau-là. Le local pour moi est relativement important parce que je ne vois pas l'intérêt d'utiliser des produits qui ont un lourd bilan carbone et qui viennent de l'autre bout du monde. Donc voilà, donc une pâtisserie saine, équilibrée, elle est raisonnée d'un point de vue nutritionnel, mais aussi d'un point de vue écologique. C'est bien joli ce que vous me dites, Miranda, mais avec l'ananas, on fait comment? Oui, alors il y a des exceptions pour les fruits tropicaux. Ah, C'est comme bon, si mon paillet de goyave, ça ne pousse pas en France, tout le monde le sait. absolument. Voilà, Hein. Bon, mais sinon, je comprends parfaitement pour les pommes, les poires, voilà. les Donc, fraises, les si framboises. si je reformule la dernière phrase, on va éviter d'utiliser des produits qui auront donc de lourds bilans carbone et autant que faire se peut, on essaie de consommer local. Bien évidemment, pour les fruits tropicaux, on ne peut pas les inventer, ils poussent pas ici. Alors, oui, bien sûr. Ça, j'imagine, dans votre job de consultant, quand les chefs Mhm. viennent vous voir, c'est ce que j'imagine, c'est le discours que vous leur tenez. Est-ce que les pâtissiers que nous connaissons tous, parce que en général, beaucoup de boulangers sont également pâtissiers, pensez-vous qu'ils ont ce souci d'éco-responsabilité, de bilan carbone? Ça commence, c'est comme leur sensibilité à l'équilibre nutritionnel, c'est quelque chose qui commence pas tout le monde évidemment, hein, bien sûr, mais petit à petit, je pense qu'on va tous y venir. Quand vous avez des chefs en face de vous, des pâtissiers en face de vous, vous sentez qu'ils sont de plus en plus ouverts à ces discours. Pour certains, oui. Alors, il y en a d'autres qui seront réfractaires et qui le resteront toujours, hein, mais c'est une sensibilité que beaucoup de chefs, en tout cas, commencent à avoir.
Ouais. Ça fait partie des évolutions du métier, j'imagine. Il y a 20 ans, Tout à fait. on se posait pas toutes ces Tout à questions. fait, c'est tout à fait vrai. C'est tout à Ah. fait vrai. Il y a 20 ans, personne ne se posait ce type de questions et maintenant, que ce soit dû à l'évolution, du goût, parce que le sucre, mine de rien, ça cache toutes les autres saveurs. Donc le fait de moins sucrer, ça exacerbe les autres saveurs. Donc que ce soit pour une question de goût ou pour une question de santé, de plus en plus de chefs sont sensibles, à cette démarche de, pâtisserie saine et équilibrée. Comment s'intègre une pâtisserie dans un repas? Une pâtisserie, ça va être le dessert. D'ailleurs, savez-vous d'où vient le mot dessert, Claude? Eh bien, pas vraiment, Mirana. Vous allez nous le dire, s'il vous plaît. Le dessert, en fait, vient du mot desservir, parce qu'à l'époque, en fait, c'était au moment où l'on desservait la table que l'on emmenait les douceurs, les petites friandises. Voilà, tout ce qui était douceur. Donc voilà pourquoi on appelle ça un dessert. Ah, ah. Merci, Mirana, de cette précision. Effectivement, dessert, desservir. Avec plaisir. Et alors, justement, je reprends ma question. Comment la pâtisserie s'intègre dans le repas, donc après avoir desservi, est-ce qu'aujourd'hui on n'essaie pas d'intégrer un petit peu ce que l'on appelle un peu pâtisserie, mais qui est un petit peu détourné et qui peut être servi, par exemple, en entrée avec un foie gras ou quelque chose comme ça, une pâte, par exemple une pâte à choux. Ah, c'est ça la question, d'accord. Ouais, Oui. j'avais du mal en Est-ce que, fait. Voilà. est-ce qu'on a l'idée de détourner un petit peu la pâtisserie pour l'intégrer en amont, c'est-à-dire avant la desserte? Alors, la pâtisserie peut effectivement s'intégrer tout au long du repas, des éléments en tout cas de pâtisserie. On va pouvoir, par exemple, trouver en apéritif ce qu'on appelle des carolines, qui sont des mini éclairs faits à base de pâte à choux et qu'on pourra garnir avec donc une garniture salée. Voilà, donc on peut trouver ça en entrée ou en apéritif, comme je le disais. Et d'autres éléments de pâtisserie peuvent être effectivement tout à fait inclus en plat principal, comme par exemple, ne serait-ce que si vous prenez une quiche, donc la pâte qu'on va utiliser, qui font partie des bases des pâtes que l'on apprend en pâtisserie, et sinon après en dessert de manière plus classique, plus Oui, conventionnelle. oui. Mais je trouve intéressant de sortir un petit peu des sentiers battus. Alors, nous avez parlé des Carolines. Mhm. J'ignorais ce nom de Caroline pour les petites milliardises que l'on peut Voilà, avoir au mignardise en moment. pâte à choux, tout à fait. Ah, ouais, ouais. Justement, puisqu'on est là-dessus, est-ce qu'il y a des gâteaux qui ont disparu? Réellement disparu, en fait, c'est ça que je ne sais pas. Il y en a beaucoup qui sont tombés en désuétude et qui sont revenus au goût du jour, Alors, mais ben, qui ont disparu. parlez-nous de ces gâteaux. Effectivement, le terme est très bon, qui sont tombés en désuétude et que on essaie de remettre au goût du jour. Ça se fait, ça? Alors oui, ça se fait tout à fait. L'exemple que j'aurais en tête, alors ça date quand même d'il y a quelques années, hein, mais il faut savoir que la fameuse tarte au citron meringuée était un petit peu tombée en désuétude, et puis a été remise au goût du jour, notamment par les grands pâtissiers qui l'ont un petit peu revisité, que ce soit gustativement, que ce soit au niveau du design. Ouais. Voilà, donc on va avoir des choses beaucoup plus modernes. Alors, vous venez de prononcer un mot qui m'intéresse beaucoup, c'est le mot design. Mhm. Il y a donc un design en pâtisserie. Oui, vu que c'est un métier d'art. Ouais. Donc chaque pâtissier, je pense, va s'exprimer à sa manière d'un point de vue visuel. Est-ce qu'il y a des modes? Il y a des modes, tout à fait. Il y a des modes. Après, ce seront des modes, effectivement, que ce soit d'un point de vue visuel. Les modes, enfin, ne sont pas vraiment des modes, mais c'est plutôt Des pour tendances. oui, des tendances, et peut-être que chaque pâtissier a ses thèmes de prédilection dans la présentation de ses pièces.
à ces thèmes de prédilection. Et puis oui, effectivement, on va pas forcément parler de mode, mais de tendance. Et chaque pâtissier va s'exprimer à sa manière et pourra à un moment donné influencer tout ce monde. Ouais. Oui, je pense à un très grand pâtissier que l'on voit dans un certain nombre de reportages où Mhm, il est à sa planche à dessin mhm. et il imagine notamment une forme de Généralement, bonbon. les grands pâtissiers dessinent très très bien. Ouais, Mm, ouais. je C'est, confirme. D'abord, ouais, ils dessinent avant de créer même. ouais, Et ouais, c'est la création qui ressemble au dessin et non pas l'inverse. ouais. Ce qui est quand même préférable. Si vous aviez à créer une pâtisserie, une Effectivement, milliardise, voilà, on va dessiner ce que l'on a en tête et ensuite on va essayer de reproduire ce que l'on vient de dessiner. ouais. Ça veut dire que vous dessinez non, la forme. La forme et la structure aussi. Donc la structure, c'est toutes les composantes de la pâtisserie, Ça veut dire les les différents différents éléments, ingrédients. les différents éléments, pas ingrédients, éléments. Éléments. Donc, il va y avoir une pâte, une mousse, une ganache, un glaçage, ce que vous voulez. Donc, tous Oui. ces éléments seront indiqués sur le fameux croquis. Ouais. Et c'est ce croquis-là qu'il va falloir reproduire. Ouais. Ouais. Est-ce que vous avez travaillé là-dessus, vous, vous-même ou avec des chefs, dans la création d'un dessert? Forcément, forcément, parce que quand on travaille avec un chef qui nous sollicite pour essayer de mettre en valeur une pâtisserie, forcément, on est amené à penser chaque étape, à repenser chaque étape et à repenser tous les éléments qui vont composer cette pâtisserie. Ouais. Ça veut dire que vous vous enfermez dans un labo, vous dites on travaille pendant 1 heure sur tel sujet, c'est très Je, industriel. voilà, je m'enferme avec le chef dans le labo. En général, on travaille bien plus qu'1 heure. Oui, 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 quand je dis 1 heure, Voilà. Et on échange jusqu'à ce qu'on soit tous les deux satisfaits. Donc lui d'accord. satisfait d'un point de vue gustatif et moi satisfaite d'un point de vue nutritionnel. Oui. Mais ça veut dire que là, déjà, vous avez les mains, j'allais dire dans le cambouis. Non, pas dans le cambouis, mais Ah dans. bah oui, oui, forcément, il faut que oui, j'ai forcément les mains dedans quelque part. D'accord. Donc vous fabriquez, une fois que le dessin a été fait, que l'on est d'accord sur le dessin. Est-ce que ce sont des phases qui se suivent dans le temps ou par exemple un jour vous dites bon, on va travailler sur la planche à dessin. On va déterminer les éléments, comme vous le disiez, les mousses, les pâtes, les ganaches, les glaces, Mhm. que sais-je encore, Glaçage. Mhm. les glaçages. Et puis, parce que déjà, c'est une réflexion qui est très importante, parce que vous avez en tête qu'est-ce qui peut aller avec quoi, ou qu'est-ce qui ne peut pas aller avec quoi, ou alors est-ce qu'on décide justement de faire des associations qui paraissent improbables et au final qui vont produire un truc extraordinaire. Tout est possible, tout est possible. Tout est possible dans le sens où là, effectivement, j'ai eu la chance de travailler avec des chefs qui ont déjà une certaine expérience, donc qui savent d'emblée qu'est-ce qui va avec quoi, etc. Quels éléments, qu'est-ce qui va avec quoi. Hein, typiquement, c'est par exemple, on ne va pas mettre du chocolat noir avec de la fraise. Deux saveurs qui en principe ne se marient pas bien du tout, Oui, ne se marient oui, pas. intéressant. Voilà, donc ils ont assez d'expérience pour savoir ça, donc on va pas aller s'avancer vers ce type de chemin-là. Mais Ouais. après, oui, on va tester d'autres mariages et qui sont pas forcément connus et qui vont très bien aller ensemble. Ça me met une anecdote en tête parce que l'autre jour, avec une maman d'enfant autiste, Mhm. il avait sous la main des fraises et des échalotes. Oui. Et la maman a dit bon, il m'a fait un truc avec les fraises et les échalotes, c'était vraiment improbable. Alors Mhm. je lui ai dit bah écoute, on se lance un défi, on va faire quelque chose avec fraises et échalotes. Alors moi j'ai mis sur Facebook Mhm. et bon alors la jeune dame, la jeune maman n'a pas fait encore. Mais bon je vais trouver très rigolo d'associer fraises et échalotes
Et alors j'ai rajouté quelque chose qui est la crème fraîche de brebis. Mhm. Voilà, donc j'ai fait plusieurs présentations, c'était très sympathique. J'en profite de ce que l'on parle de ça pour dire que ce petit garçon m'avait fait une recette pour notre livre Je cuisine un jour bleu. Un On jour a bleu, oui. mis en place avec Joseph Chevanec. Donc c'était pour ça, c'était très rigolo de reprendre une de ces envies d'associer fraises et échalotes. Alors, comment Oui, tout à fait. feriez-vous? Comment Mais feriez-vous? cette association-là ou d'ordre Ouais. général? Non, cette association fraises et échalotes, est-ce que Alors, ça vous inspire a moi, priori? j'allais déjà vous dire qu'en général, c'est de ce type de petits challenges que naissent des grandes associations Ouais. auxquelles on ne va pas forcément penser d'emblée, hein. Il y Mm. a plein de choses. Maintenant, c'est vrai que dans la pâtisserie, on va intégrer beaucoup de condiments et autres, chose qu'on n'aurait pas faite il y a quelques années encore. Ouais. Après, pour répondre à la question fraises, échalotes, pourquoi pas? Faudrait tester. Faut Mm, voir ce que ça donne. C'est une merveille. C'est une merveille. Bon, ben écoutez, je vais me pencher sur la question, Claude, pour vous. Oui, c'est gentil, c'est gentil. Alors, les échalotes coupées assez fines, pas trop, pour qu'on voit quand Peut-être les même. faire confire un petit peu quand même. Oui, alors attendez. Alors, ça, c'est une option que je n'ai pas prise. J'ai juste les échalotes juste nacrées. Hein. Je n'aime, comment Là, dire? vous étiez sur un dessert ou un plat? Alors, je l'ai faite en entrée. Voilà, c'est ça. Oui, un plat, donc. Oui, oui. Non, mais en plat, je pense que c'est relativement simple. Moi, Ouais. je parlais plus du challenge pour le dessert. Oui, je le voyais pas vraiment en dessert, sauf peut-être à rajouter une pâte feuilletée très fine. Faut tester, faut voir, mais après, en fonction de la dose d'échalote qu'on mettra, je sais pas le degré de sucrosité qu'on aura pour pouvoir dire que c'est un dessert. Ouais. Donc, faut voir. Mais sinon, après, en plat, donc en salé, oui, c'est comme si vous faisiez à côté enfin, avec des figues, ça fonctionne. Donc pourquoi ça fonctionnerait pas avec de la fraise? Non, ça peut fonctionner. Ouais, tout à fait. Absolument, Tout à fait. en sachant que l'échalote, c'est quand même sucré. Oui, voilà. Non, mais c'est pour ça que Hein? Ouais. en salé, en tout cas, Ouais. ce mariage ne me choque pas. Je pense que c'est tout à fait faisable. Pour répondre à la question. Oui, non, mais c'est ça, parce que l'idée, quand même, aujourd'hui, que ce soit la cuisine, alors je connais mieux la cuisine, la pâtisserie, je ne connais pas trop la pâtisserie, et je suis plus attiré par la cuisine que par la pâtisserie, mais quand même, je trouve que c'est l'idée de beaucoup de grands chefs, c'est de travailler des produits aux associations improbable pour la personne qui ne connaît pas vraiment. Voilà, de toute façon, Parce ça que fait là, il y partie de a l'évolution. C'est oui, trouver ces associations-là qui n'existent pas encore, ces nouveaux mariages. voilà, il y a des défis, des challenges qui sont vraiment extrêmement intéressants. Et donc, ces challenges-là, vous les trouvez parmi les chefs pâtissiers. Oui. Est-ce que vous voyez que les chefs pâtissiers, les pâtissiers ou même les chocolatiers ont cette envie idée, de faire des cette challenges. envie, ouais, Oui. d'associer des choses improbables? Pour beaucoup, oui. Ceux qui ont cette envie d'évoluer et qui veulent se donner des petits challenges, oui, vont avoir peuvent avoir cette envie-là. Mirana, je suis intéressé de savoir comment est-ce que vous procédez dans votre métier. Exemple, je suis un pâtissier, j'ai une gamme de pâtisseries dans ma maison, dans mon établissement, à mon étalage, et j'ai envie de revisiter, de retravailler mes gammes et peut-être d'ajouter d'autres produits, d'autres pâtisseries, d'autres bonbons, d'autres présentations. Comment est-ce que vous allez travailler avec moi? Alors déjà, effectivement, Claude, c'est vous qui allez me solliciter. Oui. Et si vous me sollicitez, c'est que vous avez déjà une certaine sensibilité par rapport à tout cet aspect équilibre nutritionnel. Donc c'est de là que va venir la première sollicitation. Et ensuite, nous allons donc travailler ensemble en fonction d'un cahier des charges précis
pour donc retravailler certaines de vos pâtisseries ou toutes vos pâtisseries pour qu'elles soient donc saines, gourmandes et équilibrées. Alors, ce cahier des charges, nous l'élaborons ensemble. Tout à fait, parce qu'en fait, c'est en fonction aussi de ce que vous me demandez. Vous, Claude, en tant que pâtissier, vous aurez des impératifs. Vous me donnerez certaines lignes de direction que d'autres pâtissiers ne me donneront pas forcément. Donc, c'est un cahier des charges qui sera propre à votre établissement. Cela dit, vous êtes là aussi pour apporter un conseil. Ah oui, mais bien évidemment, bien évidemment. Mais je veux dire, je ne vous impose pas en fait. C'est vous qui me dites, voilà, j'aimerais telle ou telle chose. Et par rapport à ça, bien sûr, je suis là, c'est mon rôle d'être, je suis consultante, donc je suis là pour vous conseiller. Mais donc, ce cahier des charges sera établi par rapport à vos demandes, par rapport à toutes ces petites choses techniques que vous me demanderez. Oui, c'est un processus qui s'étale dans le temps. Ça peut prendre combien de temps? En général, c'est en petits mois. D'accord. Petite semaine, voire petits mois, tout dépend de si on parle d'une seule pâtisserie ou de toute une gamme entière. Oui, j'imagine. Bon. Donc, vous établissez le cahier des charges. Après, j'imagine, il y a une phase de test. Bien sûr, tout à fait. Donc, vous participez aussi à la phase de test. Forcément, fatalement, parce que pendant la phase de test, il y a des choses qui vont être revues, modifiées. Et donc, pendant tout ce process d'amélioration de la pâtisserie d'origine, je suis toujours là pour être derrière le pâtissier. Et alors, est-ce que vous participez à la fabrication de ces produits donc la fabrication qui précède la phase de test, enfin la fabrication et la phase de test, je pensais. Pour la phase de test, phase de test, oui, je peux être là. Après, vraiment pour la production qui sera après mise dans votre vitrine, non, je ne suis plus là pour la production. Ah oui. Par contre, pour la phase de test, oui, je suis là, bien sûr. D'accord. Et est-ce que donc il y a un moment, le chef pâtissier, moi en l'occurrence, il y a un moment, on dit bon là c'est bon. Ça se passe comme ça, on tombe d'accord tous les deux. Quand on tombe d'accord, c'est que c'est vraiment bon, oui. C'est bon dans tous les sens. C'est bon d'un point de vue visuel, gustatif et nutritionnel. Donc, on obtient vraiment, encore une fois, ce qu'on appelle la pâtisserie saine, gourmande et équilibrée. D'accord. Et là, c'est le moment où la phase de test est finie. Ça part en production chez le dit pâtissier. Et voilà, après, c'est mis en vitrine. Et est-ce que vous participez aussi, alors peut-être ça dépasse un petit peu, mais tout le côté design, est-ce que vous participez à cette partie-là, ou est-ce que c'est uniquement la partie nutritionnelle? Alors, moi, c'est principalement effectivement la partie nutritionnelle. Après, ça n'empêche pas que le pâtissier peut me demander mon avis, que je donnerai avec grand plaisir, bien sûr. Parce que la mise en scène des produits est importante. Bien sûr, et de toute façon, comme je vous le disais à l'instant, pour le côté visuel, chaque pâtissier va s'exprimer à sa façon. Donc, ils ont chacun leur propre patte, entre guillemets. Donc, chacun va s'exprimer à sa manière. Donc, ils auront tous un visuel plus ou moins prédéterminé. Oui. Alors, j'ai pâtissier. Ouais. J'ai une question qui me brûle, qui me taraude. De même qu'il y a une célèbre émission de télévision qui s'appelle Cauchemar en cuisine. Ah oui. Voyez-vous des cauchemars en pâtisserie? Alors oui. Donc après, qu'est-ce qu'on appelle un cauchemar en pâtisserie? C'est un truc qui dit non mais c'est pas possible de faire des. Non mais j'ai compris. Donc cauchemar, ça peut être cauchemar à plusieurs niveaux. Ça peut être un cauchemar en termes d'hygiène. Faut pas croire que c'est bien plus fréquent que ce qu'on pourrait penser. Il n'y a pas que dans les restaurants que ça arrive. Un cauchemar d'un point de vue gustatif. Justement, on parlait de mariage tout à l'heure, mauvaise association entre des produits. Et un cauchemar visuel. Il y en a, visuellement, on pourrait faire un effort. voilà ce que ma définition du mot cauchemar. Oui, d'accord. Mais est-ce que c'est gustativement et visuellement? Ouais. Est-ce que vous avez vu ça dans votre pratique?
Ah oui, bah, bien sûr. Oui, oui, tout à fait. Oui, j'ai pu en constater, oui. Alors, mais alors, est-ce que ces gens-là, ils se sont quand même dit, il y a un truc qui marche pas bien, on va demander à une personne comme vous de venir. Ils vous ont appelé? Alors non, non, non. Alors j'ai vu ça. Voilà, j'ai pu le constater, mais ce sont pas des personnes qui m'ont forcément sollicité. Ah oui. Mais Voilà. est-ce que vous leur avez dit? Non, je suis trop timide pour ça. Ah oui, d'accord, d'accord. Donc ça reste un cauchemar. C'est ça. Le jour où je ferai la même émission que celle que vous connaissez en cuisine, peut-être que là je leur dirai. Ouais, ouais. Alors, Miranda, est-ce que vous voulez parler très succinctement des sucres? Alors oui, donc des sucres, les sucres au pluriel. Donc les Oui. sucres en fait appartiennent à la famille de ce qu'on appelle les glucides d'un point de vue nutritionnel. Mhm. Alors après, on va avoir plusieurs classes de sucres. On va avoir ceux que le grand public appelle sucres et ceux qu'ils vont appeler les édulcorants. Donc, Oui. dans les deux classes, on a des sous-classes. Dans les sucres, on va avoir ce qu'on appelle les sucres complets et les sucres non raffinés et les raffinés. D'accord? Mhm. Alors, la liste est très longue, donc je vais essayer d'être assez Oui. succincte. Ce que je voulais rappeler avant tout, parce qu'il y a un énorme amalgame que tout le monde fait, c'est Mhm. que le sucre blanc que l'on consomme, en France, il faut savoir que plus de 90% de ce sucre est issu de la betterave sucrière, qui est naturellement blanc. Et c'est Mhm. donc un sucre qui est non raffiné, contrairement à ce que Mhm. tout le monde pense. Ah, c'est très intéressant Voilà. de dire ça. Donc tout le monde pense que le sucre de betterave est raffiné, mais absolument pas. Il est naturellement blanc, il est juste produit par extraction et il n'est pas raffiné. Le seul sucre qui soit raffiné, c'est le sucre de canne roux que l'on va après traiter en raffinerie et qui va devenir blanc. Lui est un sucre raffiné, mais c'est le seul. Que Ah. 90% est issu de la betterave à sucre, il faut que les gens gardent en tête et qu'ils arrêtent de diaboliser et de faire le raccourci sucre blanc est égal à sucre raffiné. Ce qui est faux, vu que 90% du sucre qu'on consomme actuellement est issu de la betterave à sucre, qui est lui naturellement blanc, donc qui n'est absolument pas raffiné. J'entends bien et je suis un petit. Vous m'apprenez quelque chose là, vraiment. Je Hein. n'en doute pas, je n'en doute pas. Miranda, ça m'amène à la question suivante. Quels sont les meilleurs sucres que nous pouvons consommer? Alors, en réalité, là pareil aussi, je vais insister sur un point important, c'est qu'on parle toujours des sucres complets qui sont non raffinés, comme par exemple les sucres muscovado, rapadura, le sucre de canne complet. Donc ces sucres ont plusieurs avantages. Effectivement, gustativement déjà, ils vont, enfin selon le, La consistance? non, pas la consistance. Alors, ce que je voulais dire, c'est gustativement, déjà, ils peuvent être meilleurs au goût de certains, mais Mhm. surtout nutritionnellement, ils vont apporter certaines vitamines et minéraux que Mhm. les autres sucres n'auront pas. Par contre, là où j'insiste, c'est que en aucun cas, vous allez me dire que vous consommez du sucre pour cet apport de vitamines et minéraux. C'est-à-dire Mhm. que, quelle que soit la pâtisserie dont on parle, c'est pas parce qu'elle va être fabriquée avec tel ou tel sucre non raffiné, tel ou tel sucre complet, qu'on va dire ouais bah j'aurai plus de vitamines, j'aurai plus de minéraux. Non, là si vous voulez plus de vitamines et de minéraux, mangez des fruits et légumes, mais pas du sucre. Très bonne remarque, merci. Non, mais c'est important parce que ça aussi, je Oui. l'entends très souvent en disant oui, mais moi j'utilise ça, c'est mieux. Alors oui, sur le papier, c'est mieux. Maintenant, par rapport à la consommation, à votre consommation journalière de vos apports quotidiens, hein, d'un point de vue Mhm. nutritionnel, vous n'allez pas me dire que vous mangez du sucre pour ces apports en vitamines et minéraux. Non, effectivement. Maintenant, vous me le direz plus. Oui, oui, non, mais c'est vrai, mais je n'avais pas dans l'idée de dire, ben oui, je prends ce sucre-là parce que il a plus de vitamines et c'est Ah, mais je meilleur. vous assure que c'est ce que tout le monde pense, hein, c'est ce que le grand public pense. Et justement, c'est très dangereux parce que par rapport à cet argument marketing qui est, cela dit vrai, hein, c'est-à-dire cet argument de il est plus riche en vitamines et minéraux, c'est tout à fait vrai. Maintenant, le raccourci est trop vite fait de dire je consomme ce sucre, donc je gagne en plus des vitamines et minéraux, ce qui est totalement faux. Ouais. Si on remet la quantité de sucre consommé par rapport à nos apports
l'apport global de la ration, ce qu'on appelle nous la ration journalière globale, encore une fois, ce n'est pas cette consommation de sucre qui va vous apporter telle ou telle vitamine et minéraux en plus. Donc, dans les sucres, vous avez ce type de sucre que le grand public connaît, le sucre blanc, le sucre roux, le sucre muscovado qui est maintenant de plus en plus connu, tout ce qui va être sirop d'agave, sucre de fleur de cocotier, le miel aussi, hein, qui va en faire partie. Et à côté de tout ça, vous avez ce qu'on appelle les édulcorants. Donc, les édulcorants qui sont utilisés de plus en plus fréquemment, j'ai envie de dire, notamment par les industriels, donc qui sont aussi sujets à polémique. Vous avez deux types d'édulcorants en plus. Vous avez ceux qu'on appelle les édulcorants intenses, qui, eux, vont apporter ce qu'on appelle des calories négligeables, que l'on va énormément retrouver lorsque l'on va parler de pâtisserie de régime. Et c'est eux d'ailleurs qui sont sujets à polémique. Et vous avez les autres édulcorants qui sont donc des édulcorants de charge. On les appelle comme ça parce que ce sont également des glucides qui vont apporter moins de calories que le saccharose, c'est-à-dire le sucre blanc de table, mais qui ne sont pas dénués de calories. Voilà, donc là pareil, il y a encore un petit peu d'amalgame dans l'esprit du grand public par rapport à tout ça. Alors, quand on parle d'édulcorants, est-ce qu'on parle produits de synthèse, molécules de synthèse? Alors, pour les édulcorants intenses, oui. Pour les édulcorants de charge, qui sont donc des polyols, hein, pour être un peu plus technique, non, parce que ce sont des ingrédients qui sont issus de produits naturels. Ouais. Donc non, ils sont pas forcément de synthèse. On va citer par exemple en produits assez connus dans le milieu de la pâtisserie, tout ce qui est sorbitol, maltitol, xylitol. Xylitol qui est l'autre nom du sucre de bouleau en fait, et qui sont eux soit issus de l'hydrolyse de l'amidon qui provient des céréales, soit issus de sucre. Voilà, donc on n'est pas forcément sur des produits de synthèse. Par contre, donc, ce sont donc des produits qui vont amener certaines calories, et ça, il faut pas l'oublier. Avouez quand même que pour le consommateur, ça devient compliqué. Ah, mais c'est très compliqué parce que voilà, il faut savoir dans quelle classe classer tel ou tel élément. Si je vous dis AC-sulfame-K, vous allez me répondre édulcorant intense. Oui, bien Donc, sûr. L'avantage des édulcorants intenses, c'est qu'ils ont effectivement ce qu'on appelle un pouvoir sucrant beaucoup plus important que le sucre de table. Ça veut dire qu'on en mettra moins, et c'est pour ça qu'on parle de calories négligeables. Voilà. Après, je reviens sur une autre notion qu'on voit énormément maintenant, même auprès du grand public, c'est l'index glycémique. Oui. Voilà. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, Claude. Oui, l'index glycémique, oui. J'ai entendu parler de ça. Est-ce que vous pouvez développer? Donc là, voilà, une notion donc qui est de plus en plus retrouvée régulièrement, même sur le net, auprès du grand public, c'est l'index glycémique. Donc l'index glycémique, c'est quoi exactement? Ça permet de classer les aliments en fonction de la réponse qu'ils induisent sur la glycémie. Donc la glycémie étant le taux de sucre dans le sang. D'accord? Donc c'est une valeur qui est très utilisée notamment pour les diabétiques. Donc eux, de toute façon, d'emblée l'utilisent. Par contre, c'est vrai que pour le commun des mortels, beaucoup de consommateurs maintenant vont regarder cet indice, mais là, ça va être aussi utilisé pour des régimes particuliers, notamment des régimes amaigrissants. Bien. Voilà. Non, ça faut pas le dire. Faut pas le dire. Ouais, bah bien. Donc voilà, l'index glycémique, c'est ça. Ça permet de classer les aliments en fonction de la réponse qu'ils induisent sur la glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang. Ouais. Et pour connaître de toute façon la réelle influence d'un aliment sur la glycémie, on doit prendre en compte ce qu'on appelle la charge glycémique, qui est fonction de la quantité de glucides dans une portion donnée. Voilà. Donc ça, c'est si on veut vraiment connaître l'incidence d'un aliment particulier sur la glycémie. Et ça, moi, c'est quelque chose que je vais aborder, notamment dans les qualités nutritionnelles de mes produits, pour qu'ils aient, en termes justement d'index glycémique, globalement une charge qui soit pas trop élevée à la fin. Oui, donc en fonction de la quantité de glucides. Ouais, c'est une notion qui a vraiment son importance.
une notion qui a son importance et qui est qu'on l'on retrouve de plus en plus maintenant, hein, comme je vous disais, à portée du grand public. Donc le grand public s'y intéresse lui-même de plus en plus. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut dire que, par exemple, il y a 20 ans, pour faire un éclair au chocolat, on mettait, je dis n'importe quoi, 10 grammes de sucre. Est-ce qu'aujourd'hui, on va en mettre que 5 ou 3? Oui, pour faire un éclair au chocolat, donc dans la réalité, on va mettre un petit peu plus de sucre, hein, de toute façon. Mais là, je dirais, ça dépend du pâtissier, Claude. Certains, effectivement, vont d'emblée vouloir baisser ce taux de sucre. Comme je vous l'ai dit auparavant, ne serait-ce que pour le goût. Hein, parce que on va prendre un éclair, on va dire à la vanille, tout simple. Le fait de moins le sucrer, si on met de la vraie vanille, de toute façon, la vanille va exacerber ce goût sucré. Donc, il n'y a pas besoin de sucrer plus que ça, en fait. Oui. Voilà. Après, donc, on a deux écoles. On a le pâtissier qui a appris telle chose et qui veut pas déroger, qui va rester à son même taux de sucre vitam aeternam. Et les autres qui vont évoluer dans ce sens-là, que ce soit en termes gustatifs ou en termes nutritionnels, pour cette question de sensibilisation par rapport à l'équipe nutritionnelle. Donc, si on est un petit peu sensible à la diététique d'ordre général, on va effectivement avoir tendance à baisser ce taux de sucre. Donc, actuellement, on peut dire que beaucoup de pâtissiers baissent naturellement, même quand vous regardez les livres de recettes. Les recettes qu'on avait d'antan hyper sucrées, actuellement, elles sont beaucoup moins sucrées. Ouais. Si je vous parle de la stevia. Glycoside de stéviol, extrait de stevia, tout à fait, qui est donc un édulcorant. C'est un édulcorant. Qui est classé dans la classe des édulcorants, oui. Donc après, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'arguments marketing. Quand vous voyez sur un produit ou une pâtisserie sans sucre, et que c'est pas spécifié forcément sans sucre ni édulcorant, il faut vous dire qu'il y a, je vais pas dire un piège, mais forcément quelque chose qui remplace le sucre. Voilà. Alors, pour ma part, je ne suis pas du tout fan des édulcorants, donc il faut savoir que dans ma pâtisserie, il n'y en a jamais, sauf si c'est une demande particulière d'un pâtissier. Mais voilà, d'emblée, je ne mets jamais d'édulcorants dans mes pâtisseries et je vais sucrer autrement. C'est-à-dire? Donc le autrement, c'est-à-dire ça peut être avec des épices ou avec d'autres choses, mon cher. D'autres éléments qui vont apporter un sucre naturel, mais qui sera pas du sucre au sens auquel vous l'entendez. D'accord. Et alors, ça m'excite beaucoup ce que vous dites là. Une pâtisserie avec des épices. Qu'est-ce que vous allez mettre? La vanille, par exemple. La vanille. La vanille, par exemple. Oui, la vanille, en fait, est une épice qui trompe énormément le cerveau, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez quelque chose de vanillé avec de la vraie vanille, vous pensez que c'est sucré alors qu'on pourrait ne pas mettre de sucre. Voilà. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Ah oui, très bon exemple. Mais en fait, pour moi, la vanille, c'était pas du sucre, mais... Alors, tout ça, c'est pas du sucre, hein, c'est une épice, la vanille. Oui, pardon. Mais par contre, pour moi, c'était pas une apporter cette saveur sucrée. Oui, c'était pas une épice. Je classais pas ça dans une épice, mais vous dites c'est que c'est une épice. La vanille est une épice. Oui. On va l'utiliser comme une épice, tout à fait. D'accord. Ok. Au même titre que la cannelle ou autre. Ouais. Oui, donc vous pouvez utiliser de la cannelle, du gingembre. Vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez en fonction de ce que vous cherchez à faire. Ah oui, un peu de poivre. Pourquoi pas? Ça rehausse, pourquoi pas? Le poivre de Madagascar, waouh! Lui, c'est plutôt en cuisine, pas en pâtisserie. Oui, c'est plutôt en cuisine, mais je pense à des... C'est un poivre qui va se faire cuire, en fait, le poivre sauvage de Madagascar. Ouais, absolument. Je pense à un certain poivre de l'Himalaya qui ont une odeur agrume, citron, pamplemousse... je trouve ça vraiment très très chouette et je me dis qu'en pâtisserie ça doit être pas mal. Ah mais on peut tout faire, tout tester. Ouais, le sel aussi, le sel de Guérande, la fleur de sel. Ah oui, très très connu et de plus en plus utilisé. Hein. Le sel, justement, ça va rehausser le goût sucré. Oui, un tout petit peu évidemment. Voilà, oui, bien sûr, mais ça rehausse le goût sucré, le sel de Guérande, tout à fait. Et alors vous, Mirana, vous faites des pâtisseries? Oui, bien sûr. Oui.
Non, mais je veux dire, vous les faites pour votre consommation personnelle ou si vous vendez votre Mais production? ah non, du tout, du tout, du tout. Moi, je ne vends Vous, absolument rien. d'accord, Voilà, je suis consultante. vous êtes Je ne suis consultant. pas productrice, hein, donc D'accord, je ne peux pas vous dire retrouvez-moi à tel endroit. Voilà, non, non, d'accord, ok. voilà. Mais Mais pour vous, ma consommation personnelle, pour mes enfants, bien sûr, je fais des pâtisseries. est-ce que vous avez cette idée de recherche, de changer un petit peu, d'apporter des touches différentes à chaque fois, ce qui peut effectivement vous servir, vous, dans votre Ah, métier de direct? toute façon, oui, parce que j'allais vous dire, c'est un petit peu une question de déformation professionnelle, hein. Hmm. Je fais rarement deux fois la même chose et je suis toujours en constante recherche, en constante évolution en fait dans ce que je fais, même pour moi d'un point de vue personnel. D'accord, d'accord. Est-ce que vous Ouais. voulez nous parler de la sensibilisation que vous faites auprès du grand public et des enfants en particulier? Voilà, donc je m'investis beaucoup auprès des enfants, que ce soit à travers des associations, des centres de loisirs ou autres, parce que les enfants, en fait, ce sont les premiers acteurs du bien manger, Claude. Donc Oui. l'éducation nutritionnelle commence avant tout chez les enfants, et je pense que cette transmission du goût se fait en premier chez les enfants. Donc c'est pour ça que pour moi, tout ce qui est sensibilisation auprès des enfants est très important. C'est-à-dire que vous faites des ateliers, vous faites des cours magistraux, comment ça se passe? Voilà, ça va se faire au travers d'ateliers, au travers de notamment là, par exemple, à la rentrée, il y aura la semaine du goût, dans ce qu'on appelle des leçons de goût. Donc, c'est-à-dire que je me rends dans les écoles et là, en fonction du thème que l'on aura choisi avec la maîtresse, donc ce sont en général enfin pour ma part, hein, je vais dans les écoles primaires, Hmm. ce sont un moment donné, donc une leçon, hein, on appelle ça leçon de goût, et c'est tout un moment de partage et de transmission qu'on va avoir auprès des enfants. Donc ça peut être très bien leur apprendre à faire une recette, ça peut être très bien, l'année dernière, j'ai une de mes leçons de goût qui parlait des légumes anciens, donc Mhm. leur apprendre quels étaient les légumes anciens, comment ils se font cuire, quels sont leurs apports nutritionnels. Alors bien sûr, au niveau d'un enfant, hein, de ce qu'il peut Oui, comprendre, bien oui. évidemment. Mais voilà, donc ça peut passer par ce type d'événement, ça peut passer par des ateliers que je vais faire via des associations. On a à l'heure actuelle, on a plein de possibilités pour transmettre justement toute cette notion et de bien manger et de gourmandise aux enfants. Mhm. Alors, ça m'amène à cette question. Comment voyez-vous la pâtisserie dans 5, 10, 15 ans? Donc je pense que la pâtisserie va évoluer, du moins j'espère favorablement, c'est-à-dire qu'on restera toujours sur une notion de plaisir et de gourmandise. Ça, c'est Mm. vraiment pour moi le mot-clé. Mm. Maintenant, je pense que beaucoup de pâtissiers vont tendre vers cet équilibre et gustatif et nutritionnel. Donc on pourra pour le coup réellement parler de pâtisserie saine. Et c'est comme je vous l'ai dit donc au tout début, cette évolution, je la vois aussi du côté durable. Donc c'est-à-dire une pâtisserie de plus en plus éco-responsable. On va limiter les gaspillages notamment. Ouais. On va également donc dans l'évolution rechercher les goûts authentiques avec de bons produits, les bons sucres, les bonnes matières grasses dans les bonnes quantités, sans additifs, sans allergènes. Mm. Et la science, à mon avis, que ce soit d'un point de vue technologique, par exemple, nous aidera à mieux consommer et à avoir de meilleures pâtisseries. Mhm. Et alors, c'est quoi pour vous une bonne pâtisserie? On a toujours les mêmes ingrédients, mais on va faire des choses complètement différentes. Oui, alors c'est l'évolution effectivement dans le sens où, avec les mêmes ingrédients, on va peut-être rechercher d'autres textures, d'autres associations. Ouais. Donc c'est en ça, pardon, que la pâtisserie va évoluer à mon avis. D'accord. Est-ce qu'il y a eu des grands pâtissiers ou des grandes pâtissières dans l'histoire? Pour vous, bon, à part Saint-Honoré, Qui est hein, le patron, le saint des saints. qui est le patron, est-ce que vous connaissez des grands pâtissiers dans l'histoire? Eh bien, écoutez, je pense qu'il y a eu une petite révolution dans les années 70, Ouais. que ce soit avec Gaston Lenôtre Oui. ou Yves Turiès, que je Ah pense qu'il oui, faut citer.
Voilà, Oui, que j'ai rencontré. voilà, voilà. Oui, Donc ça, pour moi, ces deux personnes ont vraiment fait évoluer à leur époque la pâtisserie. On a eu à cette époque-là une autre vision de la pâtisserie. ouais. Et puis depuis, elle aura évolué autrement. Donc de nos jours, c'est plus une évolution en termes d'association de saveurs, en termes de Mm, design. mm. Voilà. Est-ce que aujourd'hui on fait un Paris-Brest comme on le faisait dans le passé? Est-ce que vous Alors savez? on retrouve les fondamentaux, mais ils sont pas tout à fait pareils dans le sens où dans le futur, il sera moins sucré, par exemple. Mais on Ouais, retrouvera les grandes lignes. Donc, on restera toujours sur une base de pâte à choux, bien évidemment, toujours à la noisette, bien évidemment, mais avec d'autres petits plus, entre guillemets. d'accord. Pour répondre à votre question, pardon, juste celle d'avant sur les grands pâtissiers. Oui, Oui, de toute façon, les grands pâtissiers à l'heure actuelle, ce sont les grands noms qui sont médiatisés, enfin vraiment les très très grands noms, je parle. Hein. mm. Pour moi, ce serait Pierre Hermé, hein, par exemple. Oui, oui, non, mais Pierre Hermé est connu de tout le monde. Ah oui, non, mais bien sûr, voilà. Après, Hein. mais pour moi, parmi les révolutions, c'était vraiment le nôtre et Yves Turiès. Oui, mais Mm. aujourd'hui, si dans 20 ans, on fait la même interview avec Et d'autres qu'on demande en personnes, évidemment. 2020 qui était le grand Oh, pâtissier. oui, on va dire Pierre Hermé. Voilà, voilà, on peut dire ça. On Hein. peut dire ça, tout à fait. Tout Hein. à fait, voilà. Quelles sont les qualités pour exercer le métier de la pâtisserie? La rigueur, la créativité, avoir le sens du partage et de la transmission pour évoluer. Ça aussi, je pense que c'est hyper important. Hum, hum. C'est ce qu'on retrouve en cuisine également. Hein. Tout à fait. Et donc l'autre question, c'est pour vous, Mhm. quelles sont les qualités pour exercer le métier de diététicienne spécialiste de la pâtisserie? Que Mm. diriez-vous à une jeune fille ou à un jeune garçon qui voudrait faire ce métier de diététicien? Diététicien ou diététicien pâtissier? Alors, diététicien pâtissier ou diététicienne pâtissière. Voilà. Donc, je lui dirais qu'il faut, bien évidemment, d'abord aimer la pâtisserie. Il faut que ce soit des passions, tous les deux, la diététique, la pâtisserie. Aimer le bien manger d'ordre général, avoir une ouverture d'esprit en tant que diététicienne, c'est-à-dire être ouverte aux nouvelles idées et aux évolutions de la pâtisserie et de Hum, la diététique aussi, bien sûr. Hein. hum, Donc voilà, avoir cette ouverture d'esprit, aimer la pâtisserie, savoir bien sûr la confectionner, être hum. sensible, avoir cette sensibilité. La raison pour laquelle en fait j'ai passé ce diplôme de pâtisserie, c'est parce que en tant que diététicienne, en tant que simple diététicienne, je pense que je n'aurais pas eu la sensibilité par rapport à la pâtisserie que j'ai actuellement. Ouais, ouais. Alors, on parle d'études. Quelles études faut-il faire pour être diététicienne? Alors pour être diététicienne, vous avez deux voies. Soit vous passez un BTS diététique, soit vous passez un DUT biochimie option diététique. Et dans les D'accord. deux cas, donc, vous êtes diététicienne, nutritionniste. Ah oui. Et ce sont des formations qui sont dispensées par, entre guillemets, l'école publique Ah ou oui, ce bien sont des... sûr. Non, non, Oui, non, non. Voilà, vous avez des écoles publiques, des écoles privées, tout existe. d'accord, Mm. d'accord, ok. Mirana, il y a encore une autre question qui m'intéresse beaucoup, c'est quel est pour vous l'intérêt du métier que vous faites? L'intérêt premier de ma profession, je dirais que c'est de permettre aux consommateurs de déguster toutes ces pâtisseries sans culpabilité. Et c'est vraiment ce que je recherche. C'est Ah la oui, gourmandise sans culpabilité. ça, c'est une notion importante, la culpabilité. Voilà. Et donc là, c'est la gourmandise sans culpabilité. C'est quand même étonnant cette notion de culpabilité parce qu'on va manger une pâtisserie. J'avoue que j'arrive pas bien à comprendre. Est-ce que c'est lié à la notion de péché Alors, je dirais pour... plutôt que c'est culpabilité en général, on va parler de ça. Alors, je sais pas, c'est peut-être mon esprit de diététicienne qui vous parle, hein, mais c'est plus une notion de calories. Ah, Voilà, ah, parce que d'accord.
On se dit, je mange des pâtisseries, je vais grossir. Ouais. En simplifiant, c'est ça. Voilà, Ouais. en simplifiant, c'est ça. Mais donc, la pâtisserie reste un plaisir, mais très souvent est liée à cette notion-là de culpabilité. Très souvent. Alors, pas pour tout le monde, hein. Donc là, c'est vrai que je parle un petit peu de manière globale, mais très souvent, c'est lié à cette notion. Les chocolatiers, vous travaillez un peu avec eux ou pas? La chocolaterie, ça vous parle? Oui, la chocolaterie me parle. En ce moment, je suis en train de développer des recettes pour un chocolatier particulier. Donc ça, je pense que vous le verrez dans quelques temps sur ma page Facebook. D'accord. Voilà, donc là, je développe donc des recettes pour un chocolatier pour mettre en valeur ces produits, donc toujours avec ma petite touche nutritionnelle derrière. Ce sont des recettes que vous avez travaillées tous les deux? Ou sont de vos créations à vous? Pas forcément tous les deux. Là, pour le coup, ce sont mes créations. Ah, intéressant. Donc ça, c'est dans la partie projet. C'est dans la partie projet, tout à fait. Dans la partie projet, pour la rentrée, il y a aussi l'Organisme mondial de la gastronomie, donc l'OMG, qui est donc un collège d'experts constitué d'un réseau de professionnels qui a pour but de promouvoir les arts culinaires et la gastronomie française. Donc, j'ai été nommée experte diététicienne par l'OMG. Très bien. Et donc, pour la rentrée, nous avons pas mal de projets à mettre en route. Ah, très bien. Et ça va se traduire comment ces projets? Vous pouvez nous citer déjà quelques projets ou pas, Alors, pas non, encore? là, je peux pas encore vous en citer, non, parce qu'on est, en fait, tant qu'ils n'ont pas, là, si vous voulez, on est au stade théorique. Tant que ça n'a pas démarré, j'ai pas le droit de les citer, en fait. Ah, d'accord, ok. Mais alors, parlez-moi de cette organisation-là. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Alors, l'Organisation mondiale de la gastronomie, son but, c'est vraiment de promouvoir la gastronomie française. Là, pour le coup, parmi les rôles que j'aurai au sein de cette OMG, ce sera de spécialiser les chefs en diététique. Nous aurons l'occasion de reparler des événements de l'organisation. Ouais, super sympa. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va arrêter là. Hein. Bon. Eh bien, merci pour tout, Claude. Miranda, je vous remercie infiniment de toutes les informations que vous nous avez données, de tout votre bonheur avec lequel vous avez parlé de votre métier. Merci beaucoup. Et nous aurons d'autres événements pour parler d'autres occasions pour parler de ces événements autour de la pâtisserie. Merci à vous, Claude. Miranda, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous, Claude. Merci à tous. Ce fut un plaisir. Ta mère t'a donné comme prénom salade de fruits. Oh, quel joli nom! Au nom de tes ancêtres havaïens, il faut reconnaître que tu le portes bien. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Un jour ou l'autre, il faudra bien qu'on nous marie. Pendu dans ma paillote au bord de l'eau, y a des ananas, y a des noix de coco. J'en ai déjà goûté, je n'en veux plus. Le fruit de ta bouche serait le bienvenu. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Un jour ou l'autre, il faudra bien qu'on nous marie. Je plongerai tout nu dans l'océan pour te ramener des poissons d'argent avec des coquillages lumineux. Oui, mais en échange, tu sais ce que je veux. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Tu plais à mon père, tu
tu plais à ma mère. Salade de fruits, joli, joli, joli. Un jour ou l'autre, il faudra bien qu'on nous marie. On a donné chacun de tout son cœur ce qu'il y avait en nous de meilleur. Au fond de ma paillote au bord de l'eau, ce panier qui bouge, c'est un petit berceau. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Tu plais à ton père, tu plais à ta mère. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. C'est toi le fruit de nos amours. Bonjour, petit